Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La polémique dans la vallée de la Tarentaise. Après ce samedi noir qui a paralysé l'accès aux stations, les automobilistes ont passé la nuit dans des hébergements mis à leur disposition. Le salon de l'agriculture referme ses portes. Plus de 600 000 visiteurs, une affluence record et le plaidoyer de Jacques Chirac qui est déterminé à défendre les intérêts du monde agricole. Demain s'ouvre à Paris le procès de l'attentat du décédiste du TA. 170 personnes ont trouvé la mort, 10 ans d'instruction, 6 accusés des services libyens qui sont absents. Théâtre avec Copenhague, cette pièce qui met en scène la rencontre entre deux savants en pleine guerre mondiale, tous deux prix Nobel, le Danois Niels Bohr, interprété par Pierre Vanek, et le scientifique allemand Heisenberg, que joue admirablement Nils Aristrup, qui est l'invité de notre journal. Nous ouvrons tout de suite cette édition avec cette information qui nous est parvenue il y a un peu moins d'une heure. Stanley Kubrick, le réalisateur américain qui a signé nombre de chefs-d'œuvre, 2001 Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining. Donc Stanley Kubrick est mort en Grande-Bretagne où il vivait en reclus depuis des années. Un talent inestimable, un cinéma de référence qui aura marqué cette dernière moitié du siècle. Nicole Cornu-Langlois. Précurseur, prémonitoire, son film Orange Mécanique en 1971 avait dénoncé la violence de notre temps et fait éclater son inlassable interrogation sur la condition humaine, mise en valeur par une époustouflante technique. Pas dans un monde si dégoûtant. Et qu'est-ce qu'il a de si dégoûtant, ce monde? Reconnu dès 1957 avec Les Sentiers de la Gloire, puis Spartacus en 1960 et l'adaptation miraculeuse de Lolita de Vladimir Nabokov sur l'impossibilité des êtres à communiquer. Après ce réalisme fantastique, il débouche en pleine science-fiction avec 2001, l'Odyssée de l'espace, film le plus ambitieux avec ses perspectives métaphysiques miraculeuses. Avec Barry Lyndon, le raffinement, la décoration le remettent au premier rang. C'était un homme très perfectionniste et passionné et il voulait que tout le monde soit aussi parfait et passionné par ce qu'on faisait que lui. Kubrick était tout à la fois réalisateur, auteur et producteur. Il était né en 1928 aux États-Unis, mais avait choisi l'Angleterre pour vivre. Shining, Le Docteur Folamour, Full Metal Jacket furent ses autres succès. Depuis 2 ans, il préparait dans le plus grand secret Ice White Shut avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Ce devait être l'événement cinématographique de la fin de cette année. Sa mort l'a devancé. Je vous propose à présent d'écouter les premières réactions à la disparition de Stanley Kubrick, celle du cinéaste Bertrand Tavernier, qui fut un temps l'attaché de presse de Kubrick. Il a vengé tous les metteurs en scène que les studios ont fait trimer, dont les studios ont charcuté les films, dont ils ont abîmé les œuvres. Kubrick, par son obsession maniaque que son film soit montré comme il le désirait, comme il le voulait, il a vengé plein de metteurs en scène. Aller chez lui, c'était une sorte de, en petit, parce que la maison n'était pas extraordinairement luxueuse, mais c'était une sorte de Fornox de Xanadu. C'était plein d'écriteaux, Do not enter, no trespassing, beware of the dog, beware, don't touch that door. Enfin, il fallait pas toucher la poignée parce que tout était relié électroniquement à la police. C'est un enfer de protection. C'est un homme. Donc je me demande comment il a pu mourir. Il y a 22h40, en hommage à Stanley Kubrick, France 2 diffusera Orange Mécanique, une première diffusion à la télévision. Dans l'actualité de ce dimanche, la polémique autour de l'engorgement récurrent de la vallée de la Tarentaise. La polémique ne s'est pas éteinte 24 heures après ces embouteillages monstres qui ont paralysé les axes menant aux stations. Benoît Gadret. Enfin arrivé, enfin le ski, l'espace et le grand air. Oubliez la galère d'hier, les heures passées dans les ralentissements, la circulation en accordéon. Un bouchon, 5 heures. Et aujourd'hui, vous êtes content d'être ici? Ah oui. Fabuleuse. Beaucoup d'étrangers ont été bloqués entre Albertville et Moutier. Ces touristes pour lesquels les stations de Tarentaise font de gros efforts de promotion. Il est certain qu'une arrivée comme celle-ci est une très mauvaise opération pour notre notoriété. Les stations de Tarentaise, une trentaine en tout, affichent une capacité de 330 000 lits. Cela représente la moitié du parc français pour les sports d'hiver.
À cette époque de l'année, une seule route les dessert, la nationale 90. Or, cette voie étroite est régulièrement l'objet d'éboulements qui mettent en péril les automobilistes et gênent la circulation, d'où la présence de filets de protection. Il y a ces éboulements parce qu'on est en montagne, que la nature est souvent plus forte que nous. On a beau faire une quantité de protection, donc comme vous avez pu le voir partout, les protections c'est pas non plus à l'infini, c'est jamais à 100%. Pour sécuriser davantage et assurer la fluidité du trafic, il faudrait dresser des merlons, construire tunnels et viaducs. Un projet dont le coût est estimé à 183 millions d'euros, soit 1,2 milliard de francs. On sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut que tous les partenaires se mettent autour de la table et décider du financement de ce plan qui est vital à la fois pour la sécurité des utilisateurs de la chaussée et qui, pour nous, Savoie, représente un des poumons économiques du département. Les élus locaux en appellent donc à l'État pour que des crédits soient débloqués pour obtenir par la même occasion la mise à 3 voies de la nationale après Moutier, un dossier particulièrement sensible en vallée de Tarentaise. Et revenons sur ce samedi noir où les automobilistes sont vus contraints de gagner des foyers d'hébergement. Dans la région d'Albertville, la préfecture de Savoie avait mis en place un dispositif d'urgence qu'ont utilisé ces vacanciers, ambiance plutôt bon enfant, des familles entières qui ont passé la nuit dans des familles d'accueil ou dans des locaux municipaux avant de reprendre la route tôt ce matin. Alors qu'il est, la circulation est redevenue fluide dans la vallée de la Tarentaise. Un bouchon de 6 km sur la fameuse nationale 90 s'est résorbé en milieu d'après-midi. C'est après-demain que reprendront les discussions à Bruxelles autour de la réforme de la politique agricole commune. Un dossier difficile que prend à cœur le gouvernement et l'Élysée. Jacques Chirac qui s'est rendu ce matin au Salon de l'Agriculture. Plus de 4 heures d'un bain de foule pour cette présidentielle visite au cours de laquelle, une nouvelle fois, le chef de l'État a dit sa détermination à défendre le monde agricole. Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Emporté par la foule et au plus près des vaches, Jacques Chirac a soigné pendant plus de 4 heures sa vieille complicité avec les agriculteurs. Toutes mes félicitations. C'est une belle nouvelle. Elle est d'où? Qui est lancée avec... oui, Hommage aux produits laitiers. Ah oui, c'est très bon. Soutien à la filière porcine, le président de la République paye de sa personne. Il s'agit de faire plaisir à tout le monde. La négociation sur la réforme de la politique agricole européenne bat son plein et Jacques Chirac, avec Jean Glavany, le ministre de l'Agriculture à ses côtés, affirme qu'il tiendra bon. Nous serons extrêmement vigilants car l'affaire est loin d'être réglée, mais les paysans français peuvent être assurés de la détermination, de ma détermination, de celle du gouvernement à défendre leurs intérêts légitimes qui sont d'ailleurs les intérêts de la France. Cohabitation oblige, le président de la République et le gouvernement parlent donc d'une seule voix, mais pour la défense de l'agriculture, Jacques Chirac ne cède pas un plus de terrain. Le 36e salon de l'agriculture qui vient de fermer ses portes aura accueilli plus de 610 000 visiteurs, une affluence record pour ce dernier salon du siècle, passage obligé de tous les responsables politiques. Le bilan de ce rendez-vous annuel, Éric Mézy. Au salon, les vaches ne sont pas folles. On y apprend en effet qu'elles ne mangent plus de ces farines carnées qui leur ont fait perdre la tête. En France, les céréales sont principalement utilisées pour, j'aurais dit les céréales du petit déjeuner, mais oui, mais il y a beaucoup de personnes qui croient ça. Mais non, c'est pour l'alimentation animale, figurez-vous. C'est ce message de transparence que tentent de faire passer les professionnels de l'alimentation animale. Mais une crise s'éloigne, que déjà une autre se profile, et certains éleveurs s'inquiètent de savoir si les céréales pour animaux sont génétiquement modifiées. En ce qui concerne l'alimentation, s'il y a des aliments génétiques, c'est indiqué sur l'étiquette. Voilà, alors comme il n'y a aucun moyen de contrôle, on ne le sait pas. Donc on ne sait pas ce que mangent les animaux? Non, je ne sais pas. Pour les agriculteurs, cette semaine, les maîtres mots ont été respect de l'environnement, traçabilité et qualité. À l'heure où à Bruxelles, on renégocie les aides à l'Europe verte, le monde paysan sait qu'il doit plus que jamais séduire et se rallier l'opinion publique. Il faut arrêter les propos autour du coût de l'agriculture pour le pays, etc. Donc il s'agit de montrer que l'agriculture est un secteur dynamique avec une haute technicité qui aussi préserve un certain nombre de valeurs sur
la nature, la vie animale, etc. De la terre à l'assiette, clame cette enseigne, les grandes surfaces n'ont pas été longues à se caler sur le nouveau discours du monde rural. Ici, on défend l'agriculture dite raisonnée, là on s'affiche plutôt bio. Ces produits ne représentent pour l'instant que 1 à 2% du chiffre d'affaires des supermarchés. Mais pour communiquer et rassurer le consommateur, il n'y a rien de mieux. Premier tour des élections territoriales en Corse, après l'annulation du scrutin de mars 98 pour fraude électorale. Une élection qui se déroule un peu plus d'1 an après l'assassinat du préfet Erignac. Une élection qui aura donc valeur de test alors que le gouvernement tente de restaurer l'état de droit en Corse. Dès la mi-journée, la participation était largement inférieure à celle de l'an dernier. Et selon les dernières estimations, seuls 54% des électeurs se sont rendus aux urnes contre 68,56% en mars 98. Arnaud Boutet, Olivier Robert. Malgré le froid et la grisaille, les anciens du village tiennent toujours à voter les premiers, histoire de montrer l'exemple et de bien rappeler à quelle famille politique ils appartiennent. C'est le fief de José Ros. Vous voyez, monsieur de José Ros. Et pas vous? Oh là, non. Non, monsieur, non. À voter. Même si cette année le cœur n'y est pas, les Corses reprennent le chemin des urnes. 12 listes et 612 candidats briguent 51 sièges à l'Assemblée territoriale. L'invalidation du scrutin de l'an dernier pour cause de fraude, ici, on préfère en plaisanter. Je vais vous dire, vous savez en Corse, quand un gosse naît, il naît avec une arme à la main et le code électoral. La préfecture, elle, ne badine pas avec la sécurité. Le bon déroulement du scrutin constitue une priorité. Aujourd'hui, les maires et leurs adjoints avaient comme consigne d'être intransigeants. Qu'est-ce que vous avez comme carte avec une photo à la maison? Carte d'identité. Permis de conduire. Le permis de se conduire, oui. Eh ben voilà, vous l'avez pas là? Non, je l'ai pas. Bah alors, vous revenez avec le permis. Merci, à tout à l'heure. Excusez-nous. Pourquoi ici il y aurait une loi pour Mais dans plusieurs bureaux de grandes villes, certains électeurs ont pu voter avec des papiers périmés, provoquant la colère de certains. À 19h20, le taux de participation par rapport à l'an dernier est en baisse, 54%. Beaucoup de Corses n'ont pas voté. Et selon les dernières estimations concernant 30% des votants, 7 des 12 listes passent la barre des 5% et seront donc présentes au deuxième tour. La liste de droite de Jean Badjoni et José Rossi est en tête devant la liste du ministre de la fonction publique, Émile Zuccarelli. Jean-Pierre Chevènement a finalement décidé de faire liste commune avec le Parti socialiste. Il avait été un temps envisagé de constituer une liste du mouvement des citoyens aux européennes. Finalement, le ministre de l'Intérieur au club de la presse d'Europe 1 a pris le parti de faire cause commune avec le Parti socialiste. Nous l'écoutons. Nous avons considéré que pour peser vraiment, pour préparer l'avenir, et compte tenu du renouvellement de la donne européenne, il fallait aller à la bataille en, je dirais, faisant un pacte avec le Parti socialiste. Je crois qu'il est important qu'il y ait une gauche de gouvernement, qui est aussi une gauche de principe, qui s'affirme. En Eure-et-Loire, tout près de Dreux, Daniel Cohn-Bendit est venu à la rescousse de Dieudonné, cet artiste qui a pour projet d'installer un centre culturel africain dans cette région qui se montre franchement hostile à ce projet. Laurent Hakim, Bernie Mériot. Cohn-Bendit, les chasseurs et la maréchaussée, la fable est désormais connue, même si cette fois sur les terres de Dieudonné, les 10 chasseurs se sont montrés plutôt sages. Le sable sur les pavés, la tête de liste des Verts connaît le refrain. Cette fois, le sable vient des îles du Pacifique Sud. Le mariage des cultures et des couleurs, c'est le projet de Dieudonné dans un centre pour l'art africain qui déchaîne les passions à quelques kilomètres de Dreux, là où l'humoriste avait combattu le Front National aux dernières législatives. Cohn-Bendit, récemment insulté sur ses origines, est venu dénoncer un scénario qui semble se reproduire. Ça m'intéresse pas. Je suis venu soutenir Dieudonné qui a un beau projet, un centre européen de culture africaine qu'il veut mettre sur pied avec ce qu'il a gagné. Je trouve ça formidable et je voudrais l'aider à expliquer aux riverains que c'est pas quelque chose qui les menace, mais c'est quelque chose dont ils pourraient profiter. Folklore africain et folklore politique aujourd'hui à l'affiche du petit théâtre de Dieudonné, l'écologiste à la rescousse de l'utopiste contre l'intolérance.
À Metz, après l'incendie la nuit dernière du Palais des Sports entièrement ravagé par les flammes, la possibilité d'un acte criminel est envisagée par les enquêteurs. Le feu a pris à une extrême rapidité, il n'y a pas eu de victime. 70 sapeurs-pompiers étaient à pied d'œuvre pour éteindre les flammes qui ont embrasé l'édifice qui pouvait contenir 2000 personnes. Le sinistre s'est déclaré 1 heure après la fin d'un match de handball. C'est donc demain que débutera le 33e recensement de la France. Plus de 100 000 employés vont pendant près d'un mois réactualiser les dernières données de la population selon ces méthodes que vous présente Yann Fronti. Ce jour de juillet, ils étaient des centaines de milliers à célébrer dans la rue la victoire des footballeurs français. Combien sommes-nous aujourd'hui à vivre dans notre pays? Voici l'objet du 33e recensement qui débute officiellement dès demain. Pour ce faire, quelques 115 000 agents recenseurs vont se rendre chez vous afin de remplir ces questionnaires. Des agents recenseurs facilement reconnaissables car munis de cette carte barrée de tricolore. Ces agents ont des consignes strictes. Ils ne doivent pas rentrer chez vous sauf s'ils y sont invités et ils ne peuvent pas vous joindre par téléphone. C'est ça qui me permet de démontrer auprès des gens que je vais rencontrer que je suis bien agent recenseur et que donc j'ai une fonction officielle. Mais il ne s'agit pas simplement de nous compter précisément. En un peu moins d'un mois, l'objectif de ce recensement sera aussi de mieux cerner le comportement, le mode de vie de 61 millions d'habitants. Recensement indispensable pour évaluer nos besoins en crèche, en hôpitaux, en transport ou encore en lycée. Une enquête nationale aux résultats attendus également pour fixer les subventions versées par l'État aux communes, aux cantons ou encore aux départements en fonction de leur population. Bref, un recensement obligatoire pour apprendre à mieux nous connaître. C'est demain que s'ouvre à Paris le procès de l'attentat du DC-10 d'UTA. 10 ans d'instruction pour tenter de définir les responsabilités de cet acte terroriste au cours duquel 170 personnes ont trouvé la mort au-dessus du désert de Ténéré. Accusés, 6 officiers des services secrets libyens qui ne seront pas à l'audience. Le colonel Kadhafi continue de refuser leur extradition. Pascal Doucet-Bon. Plusieurs soldats français l'ont avoué, cette mission fut la plus pénible de leur carrière. Septembre 89, la France découvre l'attentat le plus meurtrier qu'elle a connu à ce jour, 170 morts. C'était Jean-Pierre Hennequin, le mari d'Isabelle, qui pilotait l'avion. Elle est restée seule avec ses 2 enfants. J'ai eu une réaction de refus, moi, très longtemps, parce qu'en fait, je pense que je ne pouvais pas assumer le fait qu'il y ait une volonté délibérée de nuire, de tuer des tas de gens comme ça. 19 septembre, le vol UT-772 est à l'heure. Il quitte Brazzaville pour N'Djamena, où il fait escale, avant de redécoller et de disparaître au-dessus du Ténéré. La suite est une série d'appels angoissés de la tour de contrôle la plus proche. Mais UT-772 ne répondra plus. Commence alors une instruction exceptionnelle. D'abord par les moyens engagés. Les morceaux de l'appareil sont ramenés en France pour être patiemment réassemblés. On comprend alors mieux les circonstances de l'explosion. Les premières analyses ne laissent aucun doute, c'est bien d'un attentat qu'il s'agit. Ces débris d'une valise gardent des traces de peintrite, explosifs déjà utilisés par des terroristes proches de la Libye. Jean-Louis Bruguière, chargé de l'instruction, commence par se rendre au Congo et son voyage est des plus instructifs. Plusieurs témoignages désignent un passager mort dans l'attentat. Apollinaire Mangatani, congolais proche des services secrets libyens, aurait transporté la valise piégée, apparemment sans savoir qu'elle devait exploser en vol. Les soupçons du juge se portent alors sur Abdallah El Azrag, Ibrahim Naeli et Arbas Mousba, 3 agents libyens, organisateurs présumés de l'attentat, introuvables. Des soupçons bien gênants pour la diplomatie française. Comment faire plier Mouammar el-Kadhafi? Le chef d'État libyen clame l'innocence de ses services et refuse de livrer les suspects. 4 ans plus tard, Jean-Louis Bruguière finira par se rendre à Tripoli. Il en reviendra avec 3 mises en examen supplémentaires et pas des moindres. Parmi les accusés, le lieutenant-colonel Senoussi, le propre beau-frère de Kadhafi. Aucun de ces hommes ne sera à l'audience, aucun ne croisera le regard des familles des victimes, qui juge pourtant ce procès nécessaire. Ce que j'attendrais maintenant, ce serait que l'État libyen, peut-être en la personne même de Kadhafi lui-même, reconnaisse son implication dans cet attentat, vraisemblablement dans d'autres également. La justice pense savoir qui et comment, manque le pourquoi, terrorisme aveugle, présence supposée d'un opposant libyen dans l'avion. L'instruction doit s'en tenir à des hypothèses
invérifiable pour l'instant. Jean-Paul II a proclamé ce matin 10 nouveaux bienheureux, dont le religieux français Nicolas Barré, mort au XVIIe siècle. Ce père a marqué la vie catholique de son époque, notamment à Rouen, où il fut le conseiller spirituel des membres du Parlement, mais aussi des filles perdues de la ville. Le pape Jean-Paul II aura béatifié au cours de son pontificat plus de la moitié de tous les bienheureux proclamés par l'Église catholique. La 24e cérémonie des Césars avec la consécration de La Vie rêvée des anges qui rafle 3 trophées, plusieurs distinctions pour Patrice Chéreau et son film Ceux qui m'aiment prendront le train, une sérieuse déconvenue pour Place Vendôme qui avait pourtant 12 nominations. Nicole Cornu-Langlois. Présidée par Isabelle Huppert, la 24e nuit des Césars a décerné un palmarès équilibré. Voici le grand vainqueur. Le film que vous avez préféré est La Vie rêvée des anges de Éric Zonquin. Meilleure actrice, Élodie Bouchèze. Élodie Bouchèze qui avait déjà reçu un César, celui du meilleur espoir, c'était pour Les Roseaux sauvages d'André Téchiné en 1995. Je vais vous dire quelque chose. C'est génial. Je suis hyper contente. Et le meilleur espoir féminin. Natacha Régnier, dans La Vie rêvée des anges. Et 3 Césars aussi pour Ceux qui m'aiment prendront le train. La photo et le César du meilleur réalisateur pour Patrice Chéreau. Et son 6e long métrage. On se demande toujours où je suis. Il fait du théâtre, il fait du cinéma, on ne comprend pas bien. Pourquoi il fait du théâtre, pourquoi il fait du cinéma? Vous m'avez dit là simplement que ma place parmi vous n'était pas incongrue. Voilà. Prix du meilleur second rôle, Dominique Blanc. C'est un César que je voudrais offrir entièrement, passionnément et totalement à Patrice Chéreau. Autre ton pour la comédie Le Dîner de cons, meilleur scénariste Francis Weber. Le lauréat c'est Jacques Villeray dans Le Dîner de cons. Meilleur second rôle, Daniel Prévost. Merci beaucoup. On aime tous le cinéma à en mourir. Et d'en mourir, il y a rire. Et moi, je vais faire ça. Voilà. Et on a ri parfois dans cette soirée conventionnelle avec la robe hallucinante de Victoria Abril et le couple infernal, le beurre et la belle. Monsieur et madame Carambeu ont un fils. Comment il s'appelle? 6 x 7, parce que 6 x 7, 42. Jean Rochefort nous a touchés pour son César d'honneur, ovationné par le public. Tout comme Johnny Depp, qui innove dans l'art de remercier avec son propre enregistrement. Je suis très honoré de recevoir ce cadeau de la France, parce que j'aime et je respecte beaucoup votre pays. Et lors de ces Césars, 9 récompenses sur 18 sont allées à des longs métrages coproduits par France 2 ou France 3 de cinéma, dont La Vie rêvée des anges et Ceux qui m'aiment prendront le train. Les premiers défilés du prêt-à-porter de l'hiver prochain, avec sur le podium aujourd'hui les créations de Jérôme Dreyfus, ce jeune styliste, nouvelle coqueluche de la mode, qui n'en est pourtant qu'à son 2e défilé. Sophie Mézel, Éric Delagneau, Alain Locaccio. Quand on a des yeux rieurs comme cela, la vie vous sourit. Jérôme Dreyfus le dit lui-même, il suffit parfois d'y croire très fort pour que ça marche. C'était un rêve de gamin quand d'autres jouaient aux billes, lui ne voulait qu'une seule chose, faire des robes. Ah, regarde le dos, c'est super joli. Passionné par son propre travail? Ouais, non pas par le travail, par la fille. Nous enchaînerons avec un interlude musical. Une preuve qui ne trompe pas, Naomi Campbell accepte de défiler pour lui au tarif syndical. En à peine 1 an, Jérôme Dreyfus a réussi à détourner tous les regards. Oh! Excuse-moi. Est-ce que tu portes toujours cet engin? Certainement. J'ai un petit complexe d'infériorité. Avec l'aide de quelques potes et presque sans moyens, Jérôme Dreyfus, à 24 ans, a aussi appris à être gestionnaire, coursier ou secrétaire. Il porte tout à bout de bras, à bout d'enthousiasme. Tout l'argent que je gagne, il part dans des robes il part pour faire des robes pour des femmes et il va pas pour moi. Mais au bout du compte, c'est bête quoi, mais
Quel pied quand on voyait les robes sur les filles et tout. Voilà quoi, on n'a plus besoin d'argent. Attention, les âmes troubles. Oh pardon, moi-même je suis un peu troublé aussi. Les grandes maisons de couture devraient se rendre compte qu'il n'est pas toujours besoin de trouver des talents à l'étranger. La jeune création française se porte bien. Il suffit parfois tout simplement de lui laisser sa chance. Du football en Coupe de la Ligue, Metz s'est qualifié cet après-midi pour les demi-finales en battant Toulouse. Les deux équipes étaient à égalité, 3 buts partout à la fin des prolongations. Les Messins se qualifiant dans l'épreuve des tirs au but. Formule 1 avec à Melbourne, un Grand Prix d'Australie à rebondissement, une véritable hécatombe avec 14 abandons, rien que ça. Finalement, la victoire pour Eddie Irvine sur Ferrari. Le pilote britannique compte sa première victoire de Grand Prix. Alexandre Cara. Depuis près de 6 ans qu'il court en Formule 1, Eddie Irvine a l'habitude en général d'arroser la victoire des autres. Et si cette nuit le coéquipier de Michael Schumacher a bu à la santé du vainqueur, il s'agissait bien cette fois de sa victoire à lui. Melbourne, Australie, premier Grand Prix de la saison. Et déjà, beaucoup de choses à raconter. Un faux départ provoqué par l'incendie des deux voitures de l'équipe Stewart Ford. Un second départ, et c'est Michael Schumacher qui se retrouve en dernière position après avoir calé. Et très vite, c'est la grande valse des abandons qui commence. Damon Hill, ancien champion du monde, n'aura fait qu'un tour pour fêter son 100e Grand Prix. Pourtant, l'histoire semble se répéter. Les deux McLaren, si dominatrices l'an passé, prennent la tête de la course. Au 13e tour, un autre champion du monde abandonne. Jacques Villeneuve et sa barre réalisent un impressionnant tête-à-queue à près de 270 km/h. Côté sortie spectaculaire, Zanardi, le pilote de chez Williams, n'a de leçon à prendre de personne. Mi-parcours, et déjà la moitié des concurrents sont hors course. C'est alors au tour des McLaren de connaître des problèmes techniques. Le bénéfice est pour Ferrari. Irvine prend la tête laissant Häkkinen, le champion du monde en titre, derrière lui. Michael Schumacher se débat avec ses pneumatiques, mais parvient à terminer la course. À l'arrivée, il n'en reste que 8. À 33 ans, Irvine, l'Irlandais du Nord, conquiert enfin la victoire, devant Franzen et Ralf Schumacher. Un trio gagnant comme une preuve que la Formule 1 peut encore nous surprendre. Nouveau déboire pour ces voyages en ballon autour du monde. Aujourd'hui, le ballon des Britanniques Andy Elson et Colin Prescott a achevé sa course dans le Pacifique au large du Japon. Les deux hommes ont été récupérés sains et saufs par des militaires de l'armée japonaise. Les conditions météo très défavorables expliquent la décision des pilotes qui ont choisi de faire amérir le ballon. Théâtre avec cette pièce fascinante Copenhague, interprétée par Pierre Vanek, Maya Simon et Nels Aristrup, que j'ai le plaisir de recevoir, dans une adaptation signée Jean-Marie Besset. Copenhague, qui relate la rencontre pendant la Seconde Guerre mondiale de ces deux prix Nobel de physique, le Danois Niels Bohr, travaillant pour les Alliés, et son disciple l'Allemand Werner Heisenberg. Une rencontre réelle, historique, dont on ignore le contenu. Françoise Roy, Luc Bachefen. Et tu te rends compte à quel point tu es agressif? Tu es là à porter cette pièce comme si tu voulais bouffer quelqu'un. Je vois très bien qui ce sera. En tout cas, c'est comme ça qu'on a inventé la physique. L'argument, une rencontre post-mortem entre deux savants. Niels Bohr, le pape de la physique quantique, comprenait physique atomique, et son élève Werner Heisenberg. Ah ben ça, à la vitesse whisky, il fallait bien qu'il trouve quelque chose. Alors là... Leurs travaux permirent de déboucher sur l'invention de la bombe atomique. Cette machine flambant neuve peut encore tuer jusqu'au dernier homme, femme ou enfant vivant sur la Terre. C'est une pièce très très difficile. On a un peu le sentiment, quand on est tous les trois là en coulisses, et que le moment du début du spectacle s'avance, et on a l'impression d'être trois petits points minuscules au pied d'une énorme montagne dont on ne voit pas le sommet d'ailleurs, et qu'on va être obligé de gravir à main nue. La question que pose l'auteur est simple. Lequel de ces deux personnages s'est mal comporté? Je voulais que tu viennes travailler pour le Reich. Bon, Heisenberg qui a travaillé pour Hitler sans lui donner la bombe et sans tuer personne, ou Bohr qui a permis de mettre au point pour les Alliés la bombe de Nagasaki et d'Hiroshima. Le dialogue est éblouissant, mais la réponse échappe sans doute aux deux protagonistes. Réfléchir à la responsabilité, c'est jamais une mauvaise chose. Ceci dit, c'est un peu trompeur, parce que la responsabilité, c'est pas finalement celle d'un Heisenberg ou d'un Oppenheimer. C'est le monde qui l'a créé. C'est le nazisme qui a créé la guerre. Les moyens de la guerre, après, ils se sont mis en place en réponse au nazisme. Donc la responsabilité vraie, c'est pas celle d'un Heisenberg ou d'un Bohr.
C'est la responsabilité de la société qui les a mis dans une situation de guerre. Tu as déjà conclu que j'essaye de fournir à Hitler l'arme atomique. Eh bien alors, il faut faire ce qu'il faut pour m'en empêcher. Un décor sobre, 3 chaises, 3 excellents comédiens, un théâtre pur et noble, sans complaisance, pour une rencontre qui a peut-être changé la face du monde. Mon cher Eisenberg, je trouve cette suggestion... plutôt intéressant. Nils Arestrup, bonsoir. J'ai été, comme la critique qui est unanime, tout à fait subjuguée par cette pièce, par son texte, par sa mise en scène, par le jeu de Pierre Venec, par le vôtre, tout à fait époustouflant. Alors je voudrais savoir comment on rentre dans le rôle d'un personnage qui est inhabituel au théâtre, même inhabituel dans la vie, celui d'un grand homme de science, un prix Nobel de physique. Oui, et puis surtout très particulièrement un homme qui a vécu, qui a existé, qui est mort il y a peu de temps, en fait il y a une vingtaine d'années. Mais je crois que ce qui nous a intéressés surtout, c'est de rêver autour des archétypes plutôt qu'autour des personnes réelles qui ont existé. Et de s'intéresser davantage à la problématique qu'il véhicule qu'à essayer d'être au plus près l'individu tel qu'il a été. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Alors évidemment, on viendra sur cette problématique, la responsabilité scientifique, mais quand même, ce personnage, vous lui donnez une chair, un caractère, la passion, la fébrilité, la fragilité, et puis vous lui donnez aussi un accent, une sorte de sonorité particulière. Oui, c'est un mélange de souvenirs de sonorité d'enfance, parce que mon père était danois. Et souvent, quand il y avait des Danois qui venaient à la maison, moi je ne comprenais plus rien, bien entendu, mais il y avait cette musique. Et cette musique est restée dans ma tête depuis que je suis tout petit. Et je crois que l'accent d'Eisenberg, en fait, si on regarde bien, est peut-être un peu trop scandinave, mais bon, c'était l'accent qui m'est venu le plus spontanément. Alors quand vous êtes sur scène, on a l'impression que vous êtes le personnage, vous vous donnez entièrement, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de calcul. Parfois, on a même presque l'impression que c'est une souffrance. Le théâtre, pour vous, c'est un plaisir, mais aussi une souffrance. C'est un effort, c'est un travail, c'est dur, c'est parfois difficile. Il y a certains soirs où ça frôle quasi impossible, mais bon, on est obligé de le faire. Mais c'est vrai que moi, il me semble que j'aime bien jouer un peu comme quand les enfants jouent aux cow-boys et aux indiens. Donc je joue complètement le cow-boy, complètement l'indien, et puis mais voilà, c'est ma nature, c'est comme ça. Mais je dois dire que ces deux personnages, deux savants, deux génies finalement, ont aussi des comportements très enfants gâtés. Absolument. Et ça, c'est aussi ce que montre cette pièce. Oui, très curieusement, souvent d'ailleurs, les gens qui sont des grands cerveaux, comme on dit entre guillemets, sont souvent en même temps et très, très étrangement des grands enfants. Et alors c'est vrai que ces deux-là, par exemple, ils n'arrêtent pas de se faire des blagues, ils n'arrêtent pas de se faire de s'engueuler, ils n'arrêtent pas de jouer avec des faux pistolets à bouchon, ils n'arrêtent pas d'être véritablement enfantins et en même temps complètement enfermés dans leurs équations, dans leurs mathématiques, dans leur physique. Avec une question majeure, évidemment, celle de la responsabilité scientifique. Oui, une responsabilité qui est là est liée évidemment à la création de la bombe atomique, puisqu'à cette époque-là, en effet, Heisenberg dirige le programme nucléaire allemand, nazi. Bohr, lui, travaille bien entendu avec les Alliés dans le Danemark occupé. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette problématique-là, il y a la problématique de la responsabilité scientifique. Aujourd'hui, on pourrait dire, c'est peut-être pas spécifiquement la bombe atomique dont on parlerait, mais je ne sais pas, des choses comme le clonage et tout ça qui posent des questions, je crois vraiment aux gens aujourd'hui. Et donc la question de la responsabilité, bien sûr, est posée là-dedans aussi. Alors cette pièce, évidemment, pose des questions, elle n'apporte pas forcément de réponse, et on ne sait pas si Heisenberg, finalement, a empêché Hitler d'avoir l'arme absolue. Ça ne le dit pas. Non, mais il y a quand même je crois que historiquement les documents en fait n'ont été accessibles qu'à partir de 1992, ils sont restés pendant 50 ans secrets et appartenant au service secret britannique. Ils n'ont été publiés qu'en 1992 et on a en effet découvert que Heisenberg semblait être assez avancé dans la possibilité de fournir la bombe atomique à Hitler par le biais d'un réacteur et par le biais du plutonium, et qu'il a en effet apparemment pris sur lui de ralentir ce mouvement pour essayer d'empêcher qu'Hitler puisse avoir la bombe. Alors, quelques questions, mais très rapidement pour finir, des questions qui vous concernent plus personnellement. J'ai envie de dire que votre image de marque est un peu sulfureuse, un peu violente. En tout cas, c'est cette image-là qui accompagne votre carrière. Ça vous a blessé, cette image? Ça vous heurte, c'est vrai? Oui, bien sûr. Je crois que je suis ni un ange ni un démon, que j'ai sûrement fait des erreurs,
qu'il me s'est sans doute arrivé d'être trop passionné ou d'aller un peu trop loin ou de dire des choses qu'il ne faut pas dire. C'était ma part de nature, mais je crois que je n'étais pas non plus complètement monstrueux. Et je crois que je n'ai pas été aussi violent qu'on l'a prétendu, je ne crois pas. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sortie cinéma, sortie mercredi prochain de 8 mm avec Nicolas Cage qui joue le rôle d'un détective privé. C'est une enquête dans le monde du snuff movie. Vous savez, ce sont ces films tournés en 8 mm dans lesquels on tue pour de vrai. Pascal Deschamps, Roger Motte. Si le 8 mm sert habituellement aux amateurs à immortaliser les premiers pas du bébé ou les vacances à la mer, les images que Tom Wells découvre ce jour-là vont le glacer d'effroi. Sur l'écran, une jeune femme est violée et tuée, et ce n'est pas du cinéma. Sa mission, découvrir qui et pourquoi. J'ai fait ce film parce que le snuff movie est quelque chose de tout à fait symbolique. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très développé aujourd'hui, mais c'est symbolique de tous les crimes dont sont victimes certains jeunes en Amérique qui sont enlevés, abusés, même assassinés. Des jeunes qui rêvent de s'installer à Hollywood et de devenir des stars de cinéma et qui se retrouvent du mauvais côté de la route, dans l'industrie du porno. Dans 8 mm, le snuff movie n'est donc qu'un prétexte à une enquête, mais une enquête en forme de descente aux enfers, celle d'un homme casé et propre sur lui qui découvre une toute autre Amérique. Je pourrais te poser la question, Tom Wells. T'as une alliance au doigt, non? T'as des gosses? Une fille. Alors t'as une femme, une gamine? T'as une résidence fleurie? T'as un chien qui s'appelle Médor? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Schéma classique, Tom Wells, comme tout bon privé américain de cinéma, découvrira le mal qui est en lui. Joel Schumacher, le réalisateur, s'est trouvé confronté aux problèmes du cinéma hollywoodien d'aujourd'hui. Comment dénoncer le voyeurisme sans être voyeur? Il y a toujours le risque d'exciter les gens qui ont des pensées malades, qui sont attirés par le sadisme et les tortures. Mais pour eux, mon film, c'est du Walt Disney. Ils peuvent trouver ailleurs ce qu'ils recherchent et n'ont pas besoin de moi. Moi, j'ai essayé, au contraire, de ne pas rendre la violence excitante. Écrit par le scénariste de Seven, 8 mm exploite une veine glauque. Mais c'est un thriller, pas un film polémique, et qui permet une fois de plus à Nicolas Cage de jouer au funambule sur le fil du rasoir. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Stanley Kubrick, le réalisateur américain qui a signé nombre de chefs-d'œuvre, 2001 Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, est mort en Grande-Bretagne où il vivait en reclus depuis des années. Un talent inestimable, un cinéma de référence qui aura marqué cette dernière moitié du siècle. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko, 20h50, Fair Game avec Cindy Crawford et William Baldwin. Et à 22h40, en hommage à Stanley Kubrick, France 2 diffusera Orange Mécanique, une première diffusion en clair à la télévision. Et puis le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Ségolène Royal. À 20h, vous retrouvez demain Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.